Voilà donc le Sunday Race Recap, hein, David, le Sunday Race Recap qui, ce week-end, il y avait le Grand Prix aux États-Unis et le décalage horaire était bien fait puisque on a pu suivre également l'ouverture du championnat du monde Superbike, c'était en Espagne à Aragon, et on attendait évidemment le duel entre Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea. Et bien ce duel n'a pas eu lieu parce que en fait entre ces deux hommes, il y en a un troisième qui est arrivé et c'est Alvaro Bautista. Donc Toprak, il a quand même fait la pole en super pole, donc il s'est imposé, donc il est parti de la pole position. Mais en course, très vite, il a perdu un petit peu le contact, puisque après, ça s'est résumé à un duel entre Bautista et Jonathan Rea pour le gain de la première manche. C'est finalement le pilote Kawasaki qui s'est imposé devant Bautista et Toprak Razgatlioglu. Et puis Bautista, il a remis un petit peu les pendules à l'heure dans la course Super Pole Race, donc la course sprint de 10 tours le dimanche matin. Et ensuite, il s'est imposé dans la deuxième manche, toujours devant Jonathan Rea. Et ça faisait, pour répondre aux statistiques du doc, ça faisait 911 jours que Alvaro Bautista n'avait pas gagné. 911 jours, ça correspond en fait aux dernières victoires qu'il avait engrangées pour Ducati. Ah, Maître Capello. Non, si tu veux un truc intéressant, juste ce week-end, il a fait autant de podiums que durant ses 2 ans avec Honda. Voilà, il y avait donc urgence, c'est ça? C'est ce que tu allais dire, David. Donc voilà, ça faisait 900 jours que Bautista n'avait pas gagné. Et puis du côté de Ducati, bonne performance également pour Rinaldi, puisque Rinaldi fait 2 fois 4e. Et donc au niveau du championnat, il occupe la 4e place au niveau du championnat. C'est Bautista qui a 3 points d'avance, puisque c'est la différence sur la course sprint devant Rea. Et Razgatlioglu est 3e, donc Aragon, pas forcément le circuit le plus adapté pour les Yamaha, mais la vitesse de pointe, encore une fois, avec cette longue ligne droite. C'est bizarre, il y a des points communs entre le MotoGP et le Superbike. Par contre, chez BMW, ça a été un week-end cauchemardesque pour Redding. On l'attendait, Scott Redding, qui avait surpris tout le monde en quittant Ducati pour aller chez BMW. Il n'a pas marqué un seul point, il a été très loin. Ça a été un petit peu cauchemardesque en général chez BMW. Et paradoxalement, le plus performant, c'est Loris Baz, c'est notre Français. Voilà, mais on va en reparler dans quelques instants. Et juste avant justement de parler des Français, juste un petit coup de chapeau aux 2 nouveaux pilotes espagnols chez Honda, qui sont à chaque fois rentrés dans le top 10. Maintenant, il faudra être un petit peu plus performant pour aller jouer sur le devant de la scène du plateau Superbike. Donc les Français, Loris Baz, je le disais, meilleur Français, 11e en première manche, 7e dans la deuxième manche. Lucas Mayas, 14e et 11e, c'était un petit peu moins performant. Et malheureusement pour Christophe Ponson, pas de points à l'arrivée de ce week-end. Voilà, donc ça c'est pour le Superbike. En Supersport, on a eu un super duel entre Dominique Egarter et Baldassari. Ça a été extraordinaire. Il y a l'image du week-end, je pense que c'est cette entrée dans le dernier virage du circuit où Baldassari perd la moto, ça glisse, il tape à Gerhardt. Je sais pas si c'est le contact en fait qui fait que les deux reprennent de l'adhérence et finalement ça finit comme ça. Mais ça a été vraiment l'image du week-end. Chalankou qui était, il y a des Honku partout, il y a du Moto 3, il y a du Super Sport. Lui, il aurait dû faire 2 fois 3e, il a eu un problème technique en deuxième manche, donc du coup il a perdu le podium et du coup c'est Boulega qui finit 3e, Boulega avec la Ducati, la nouvelle V2 qui donc monte sur le podium. Alors un petit aparté pour dire que finalement le championnat est plutôt pour l'instant bien fait au niveau de la réglementation, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'arrivée des nouvelles machines, la Ducati, la Triumph et la MV Agusta. On sait qu'en France la Ducati n'a pas été homologuée parce que justement du côté de la fédération on attendait de voir un petit peu comment ça allait se passer en mondial. Exactement. Pour l'instant ça semble cohérent au niveau des lestes, au niveau du bridage électronique, etc. Donc ça semble être cohérent. Est-ce que c'est compliqué, je te coupe, est-ce que c'est compliqué les réglementations pour un championnat? Par exemple, toi, dans ton championnat, tu as des 4 cylindres, tu as des bicylindres. Mais alors j'ai des V4. Si tu veux, justement, mais j'avais un classement, ce qu'on appelle Twin, pendant longtemps. J'avais fait un classement Twin, et puis maintenant, avec l'arrivée des V4, avec les Aprilia, etc., j'ai réuni tout le monde, on va dire, dans le même panier. Voilà. Et maintenant, je me rends compte que il y avait une petite attirance, on va dire, pour les BMW. J'avais beaucoup de BMW. Maintenant, j'ai dû avoir 12 Ducati, 10 ou 11 Aprilia, surtout avec la puissance qui passait à 1100.
qu'on autorise parce que les 12 sont en 10,90, enfin voilà, c'est toujours un petit peu bâtard. Et moi, je me rends compte qu'en fait, ça peut être, si c'est un pilote rapide sur une Aprilia, ça peut claquer sur une Aprilia, ça peut gagner, comme on dit. Il n'y a pas de sur une machine BMW, qui est vraiment au-dessus du lot. Les BM gagnent beaucoup. Les BM gagnent beaucoup parce que j'avais beaucoup de BM. Donc, donc après les V4, quand tu as une vingtaine de motos j'ai 45 motos je crois, de base, mais quand j'ai qu'une dizaine de Ducati par exemple, une dizaine d'Aprilia, il faut vraiment quelqu'un d'affûté dessus. C'est un championnat qui fait le plein, Thierry. Oui, je suis assez ravi de ça. J'espère que, maintenant, au bout de tant d'années, on essaie toujours de travailler sur le fond et même des fois aussi sur la forme, mais on est ravi parce que ça va assez vite devant, comme le disait Eric. C'est du gentleman driver, mais ça roule assez vite devant et puis on permet aussi aux gens qui sont milieu de plateau, middle ou fin de plateau, quand même de s'amuser, de se faire plaisir et de se qualifier. Il faut garder cet esprit et cet équilibre. Et puis on parlera aussi des petites catégories, tu vois, on va en parler, la petite catégorie, parce que toi, tu as initié... Mon coup de cœur du jour. Voilà, ton coup de cœur du jour. Ouais, on finit juste sur le Mondial Superbike avec le Super Sport 600 et pour malheureusement faire un focus, on s'en serait passé de ce focus sur le GMT 94, ça a été un week-end cauchemardesque. Là encore, Jules Cluzel qui tombe dès le premier tour dans le premier virage et Andy Verdoya qui marque un point en première manche et dans la seconde Jules a fini 6e et Andy termine à la porte des points, donc va falloir réagir pour le GMT 94. La prochaine épreuve ça sera le 23 et le 24 avril à Assen, donc normalement on espère que là ça sera plus un circuit de pilotage et on espère que nos Français du GMT 94 pourront redresser la barre. On parle des Français, justement ça n'a pas été terrible non plus en 300 Super Sport où malheureusement Macarian, il y a eu 2 résultats blancs, une chute, un problème mécanique donc pour chacune des manches. Samuel Dessora qui focalise un petit peu l'attention parce qu'il avait fait des super bons tests. Il avait fait vraiment des très bons tests. Ça s'est pas très bien passé. 14e et 7e. Bon, alors il est quand même dans les points, mais bon, c'est limite. Et puis Hugo de Canchelis, 2 fois 12e. Donc sur des courses qui sont remportées par 2 Espagnols, Diaz et Garcia. L'un s'impose face à l'autre et vice versa. Ce qui fait que ce sont ces 2 Espagnols qui sont en tête du championnat. Un petit mot de Thierry avant de passer aux 24 heures du Mans à l'endurance. Thierry, les catégories du championnat de France aussi, il y a eu la petite catégorie Super Sport en France. Pré-Moto 3 avant 300 qui est arrivé juste un petit peu après. Et toi, tu avais initié une autre catégorie. Explique-nous un petit peu. Écoute, j'avais parlé notre fête de Thierry Attal qui est un formateur et qui avait fait rouler Morgane Bercher, etc. entre autres, et qui est quelqu'un dont c'est la passion vraiment de former des jeunes, etc. Et moi, j'étais en train de rechercher pour recréer un autre championnat puisque j'étais présent avec la Coupe European Bike et ça fonctionne. Je me suis dit, écoute, quand même faire quelque chose, j'ai envie vraiment de transformer l'essai et j'hésitais justement sur les enfants, sur la formation, ce que on va dire moi j'ai pas eu à mon époque puisque je me suis débrouillé autant des promos avec Coste et Diabani, etc. se débrouiller pour trouver des pneus, des choses, des machins. Et je me suis dit nous on s'est débrouillé un petit peu tout seul quand même, pas tous, mais pour ma part c'était le cas. Je me suis dit pourquoi pas essayer de créer quelque chose pour les enfants et puis il y a l'Italie et l'Espagne et ça m'a un peu monté le cerveau quand même, je te cache pas. Et t'as créé. Je me suis dit il faut créer Objectif Grand Prix quoi. Objectif Grand Prix. Donc avec justement cette personne que je remercie encore parce que Thierry a eu vraiment le petit coup de pouce pour me dire écoute, on essaie les mômes vraiment parce que donc aujourd'hui reprend donc on a créé la première année avec Thierry, absolument, on a créé ça vraiment de A à Z. On a été chercher les motos, il n'y a pas de moto après Moto 3 en France, il y a plein de châssis, il y a plein de faiseurs de châssis qui sont vraiment extraordinaires. Je ne vais pas les citer tous, mais vraiment, on est 7 à 8 châssis ou français, châssis Béon, etc., espagnols, mais on a des faiseurs français et on a des moteurs, base japonaise, du Yamaha, beaucoup de Yamaha. Et ce que disait David, le fait que la Fédé reprenne, c'est pas un peu frustrant maintenant parce que la Fédé reprend, alors c'est le cheval de bataille de Sébastien Poirier, redynamiser la base de la pyramide, mais au final, on va dire que c'est toi qui as pris les risques. Donc si ça marchait pas, c'était toi. Si ça marche, c'est la Fédé qui reprend. Je suis un peu, je suis un peu avocat du diable, mais je te réponds, Eric, vraiment carte sur table. Tu connais mon caractère, mais moi j'ai été leur faire une demande. J'ai été rencontrer Patrick Coutan, je me rappelle très bien, il y a 6 ans, et je lui ai dit, écoute, j'ai l'idée de faire ça, avec mon pote, on va essayer de monter ça avec Thierry qui est déjà dedans et tout, etc. Ok. Moi, je te laisse faire, on y va, on te suit. Après, c'est à nous les rênes du bateau, c'est-à-dire que faut tout créer, l'aide financière. J'ai créé le logo, on a tout créé. Et on a une petite incise de la part de nos amis statistique américains. Là.
Là, Non, pas de statistiques. Désolé, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur pas loin. C'est fonctionnel chez vous. Juste une question, on a vu. C'est ça. Juste une petite question, Thierry. Juste ce week-end, on a vu donc la première manche du Moto America et la catégorie Northern American Talent Cup. J'avais déjà posé la question il y a quelques années à Carmelo Espeleta, le PDG de la Dorna, sur le fait d'initier peut-être une French Talent Cup. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant à l'avenir de s'associer avec la Dorna qui sait faire ce genre de coupe de promotion? Bah écoute, je baisse le son, je suis désolé parce que j'entends. Moi, ce que je sais de ce que la fédération m'a dit, donc il y a Sébastien, effectivement, Sébastien, le président Poirier, et Patrick Coutan et tous les intervenants ont vraiment misé les 4 ou 5 ans qui viennent sur les enfants. On sait que c'est dans le temps long. Nous, on part de loin quand même. On a eu des champions du monde, etc. Enfin, je veux dire, c'est plus sur la formule et le temps. On n'est pas des spécialistes de ça, de créer l'ETC comme en Espagne, de créer des championnats très très tôt pour les enfants. Ils ont bougé vraiment au niveau de tout ça. Ils ont vraiment changé les âges. Ils ont fait des championnats par région maintenant avec OGP Championnat de France, OGP Normandie, OGP. Donc il y a eu vraiment des choses. Pour une fois, il y a vraiment des choses qui se sont créées. Il faut que ça se mette en place, il faut que ça prenne du temps. L'idéal, c'est un peu ce que veut faire la fédération, si tu veux, c'est d'arriver à créer un ETC français. Donc de pouvoir créer en France qu'avec des NSF 250. Donc avec les pneus parce qu'ils sont déjà absolument FTC. puisque si tu veux ils sont déjà Bridgestone, donc on pourrait faire FTC, ce qui serait pas idiot avec des 250 NSF. Bien sûr les pneus Bridgestone qui sont pourtant la monte officielle pour l'ETC en Espagne, et d'arriver après, mais d'aller chercher un promoteur espagnol ou pour l'importer, non, il y a déjà l'ETC là-bas. Je pense qu'il faut former nos pilotes ici, qu'on arrête de prendre 3 secondes en y allant, et puis qu'on arrive là-bas un peu plus fort. Moi, voilà, j'ai fait le maximum pendant 6 ans pour ça. Je suis ravi en tout cas pour répondre à la question d'Eric rapidement, mais c'est vrai que c'est important. Non, pas de frustration. Pourquoi ? Parce que moi, à un moment donné, au bout de 6 ans, j'arrive à un niveau où si j'ai pas le support fédéral, je suis un promoteur privé qui, bien sûr, je fais partie de la CNV puisque j'y suis pour La Commission donner des nationale idées. de vitesse. Absolument. Donc on apporte des idées. Je leur remercie de pouvoir me laisser parler. C'est pas toujours simple. On amène des choses. Nous, on est plus côté ancien pilote, donc on se dit aussi, tiens, j'aimerais bien faire ceci, faire cela. Mais ils sont là, ils sont à notre écoute. Donc non, je suis pas frustré du tout de ça. Je veux simplement que ça continue, que ça se renforce, qu'on sorte des jeunes talents. L'idée, moi, je l'ai fait à l'époque, c'est pour ça. Donc si ça arrive à ça, moi, ça me va très bien. Merci. On verra notamment Amaury Misera qui part en Red Bull Rookie Cup. Voilà, je vais y arriver qui sort cette de année, chez qui donc était qui champion de sort France. d'Objectif Grand Prix. Absolument sur une Béonne qui a Allez. très bien roulé. Allez, on enchaîne avec les 24 heures On du Mans. enchaîne avec les 24 heures du Mans. C'est ce week-end. C'est ce week-end. C'est Les là. équipes, on est aujourd'hui lundi, les équipes sont en train de s'installer. Demain, ça roule. Demain, la météo est pas top, mais pour le reste de la semaine, ça va être normalement parfait. Une vingtaine de degrés, du soleil. Je crois que Michel et Thomas y seront également, il me semble. Non, vous y serez, vous ? Ah bah oui. Oui, bon. Oui, alors. j'avais coupé le son. Parfait. Donc, et puis on vous annonçait la semaine dernière qu'il y avait eu un petit drame du côté du CIV avec la blessure de Zanetti pour l'équipage ERC numéro 6, la Ducati numéro 6. Là, ils ont fait un gros coup médiatique du côté de cette Ducati puisqu'ils ont embauché ni plus ni moins que Chaz Davis. Chaz Davis qui était l'année dernière encore chez Ducati, qui était auparavant pilote officiel Ducati, ancien champion du monde super sport. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pardon ? Il est toujours chez Ducati, il est coach dans le team Ouais, Aruba. il est coach chez Aruba pour Rinaldi et pour Bautista. Donc on va voir ce que ça va donner. Sur la piste, normalement ça devrait causer au niveau du chrono. Après, Chaz Davis rentrait comme ça direct dans le grand bain des 24 heures du Mans avec beaucoup de trafic, avec beaucoup de motos. Il a jamais connu ça. Je crois pas qu'il ait roulé, Thomas, je parle sous ton couvert, mais je crois pas qu'il ait roulé en endurance. Il me semble pas qu'il ait fait de course d'endurance, même pas à Suzuka. Je crois pas. Donc voilà, ça va être chaud. Il va falloir doubler du monde. Là. Ouais, ça va être compliqué. Et puis pour terminer sur la page endurance, un petit peu de promo, voilà. Sachez que la chaîne L'Équipe a renouvelé pour 3 ans son partenariat avec Eurosport Events. Donc pendant 3 ans, vous pourrez suivre le championnat du monde d'endurance moto sur la chaîne L'Équipe, une chaîne de la TNT, donc gratuite. Et ça commence dès le week-end prochain avec 17 heures de direct. Discovery Events, exactement. Exactement. Et on continue la promo. Thierry, toi, dans tes multiples casquettes, tu présides aussi aux destinées commerciales du magazine, un magazine de sport. Oui. Concurrent de celui de Michel d'ailleurs.
On se connaît bien avec Michel, tout va bien. On est des passionnés. GP Racing et Sport Bike, voilà. Oui, les, bah voilà, les oui, magazines ça fait, du sport moto français. Voilà, absolument. Et je crois que tous les deux, on a une grande passion pour ce sport. Et puis voilà, je pense qu'on le prouve à chaque fois. Et d'ailleurs, je crois que ce sont 2 beaux magazines. Voilà. Donc je remercie, je fais un clin d'œil à Tommy parce que Tommy Marin, au sein de Sport Bike, qui vraiment dirige et qui est le propriétaire de ce magazine, après Diane de Salve, de nombreuses années. Je crois que ça fait 22 ans maintenant de présence de ce magazine. Moi, ça doit faire 12 ou 13 ans sur le commerce et puis un peu d'essai moto aussi, parce que tu sais bien que j'aime bien quand même aller tâter du bitume encore un petit peu quand je le peux. Enfin, rouler, pas tâter. Tâter, oui, quoique ça m'arrive encore un petit peu. Bref. Non, oui, bien évidemment, je fais un clin d'œil et puis encore à tous les passionnés. Et Michel me suivra parce qu'on n'est plus légion dans ce métier pour être sur ce segment qui est compliqué. Mais je maintiens il y a de beaux magazines encore sur le sport en France. Passion. Un petit mot sur les promos sport, Eric. Ouais, on va essayer de faire vite. On va essayer de faire vite avec la deuxième. On est long, mais on va la faire deuxième épreuve. On est passion, on est La long, deuxième c'est la passion. épreuve des Coupes de France Promo Sport. Donc, un programme qui a été un peu écourté parce qu'il y a eu un problème en sidecar et du coup, il y a eu des fluides qui ont été répandus sur la piste. Du coup, on a abrégé le programme de l'après-midi. Sachez simplement qu'en promo 1000, eh bien, c'est Maxime Hetzberg qui s'est imposé pour la seule et unique course. En promo 600, c'est Ilyes Blanchard qui s'est imposé devant Luca Sersosimo avec une grosse bagarre à la clé. En promo 500, c'est un nouveau doublé de Maxime Futz. En promo 400, c'est un duel entre Bousseau et David qui a animé toute la course. Et au final, c'est Michael Bousseau qui s'est imposé. En promo 125, c'est Thomas Gervais qui s'est imposé dans la première course. Et c'est Eliane Martin qui lui a rendu la monnaie de sa pièce dans la seconde. Enfin, en promo master, c'est Cédric Desmaris qui s'est imposé face à Ludovic Descours. Donc, il n'y a eu qu'une seule course, évidemment. Et en promo sidecar, c'est le tandem Fenoy-Casas et Druel qui s'est imposé en première manche. La deuxième course a été arrêtée donc suite à ce problème-là. Et la victoire est revenue au tandem Berthet-Vasseur en promo découverte. Belle bagarre entre Michel Roquet et Ali Mebarki. Victoire du premier nommé. Voilà pour cette Coupe de France Promo Sport. Allez, non. Merci.